Alors, on entend bien toutes les inquiétudes, et effectivement, il y en a beaucoup qui me semblent légitimes. Raphaël demandait comment on allait répondre à toutes ces inquiétudes. Je pense que je ne vais pas avoir, moi, toutes les réponses dans ma présentation, on est d'accord, hein, j'avais pas anticipé. Néanmoins, je pense qu'il y en a beaucoup qu'il faudra effectivement revoir et essayer de comprendre d'où elles viennent et comment on peut les améliorer. Je vais aller rapidement sur le rappel, hein, puisque, comme on a dit, il y a une réforme, comme le rappelait le professeur Samuel, qui disait, voilà, il y a 1 an de phase SOC, 2 à 3 ans de phase de consolidation, 2 ans j'ai fait une erreur, phase d'approfondissement et 2 ans de phase de consolidation dans tous les DES, sauf dans celui de médecine générale. Il avait été convenu au moment de la réforme du DES que la phase de consolidation serait revue une fois qu'il y aurait suffisamment de MSU. À l'époque, on parlait de 12 000. Alors là, j'entends que maintenant que les étudiants sont à 14 000. Et qu'il fallait absolument travailler sur les contenus de cette phase de consolidation pour qu'elle ait du sens sur le plan de la pédagogie et de la formation. Nous, on a quand même un constat, et c'est pour ça que moi je me mobilise vraiment pour le contenu pédagogique de cette phase de consolidation, c'est qu'on a une responsabilité sociale, nous en tant que formateurs, c'est d'amener nos étudiants à la fin de leur formation à des professionnels qui ont un haut niveau de compétences et qui sont capables d'assurer les missions du médecin de premier recours, missions qui sont inscrites dans la loi HPST de 2009, mais qui sont aussi les missions reconnues au niveau international comme étant celles du médecin de famille ou du médecin de soins primaires. Et on se rend compte que les étudiants, parce que le cursus ne leur permet pas, actuellement avec seulement 2 stages en médecine générale ambulatoire, ne leur permettent pas suffisamment de travailler l'éducation, la prévention, le dépistage et en particulier l'éducation thérapeutique des patients, ne leur permettent pas d'avoir suffisamment de compétences en termes de continuité de suivi et de coordination des soins, et surtout ne leur permettent pas de développer la compétence professionnalisme. Et là, les indicateurs de niveau de compétence sont assez parlants. En termes en particulier, les étudiants sont très en attente de cette formation complémentaire sur tout ce qui est gestion de l'outil de travail, compréhension du système de santé et de leur place dans le système de santé, etc. Responsabilité, éthique, déontologie, tout ça, on n'a pas le temps de le réaliser pendant les 3 ans. Et donc, on n'a pas de moyen de certifier à la population que les étudiants ont un niveau suffisant dans ces compétences. Donc l'idée, c'est vraiment que cette phase de consolidation permette un temps long en médecine générale, et j'insiste en médecine générale, on verra les dérogations éventuelles, pour pouvoir être suffisamment confronté aux situations authentiques de la discipline. On l'a dit déjà ce matin, mais c'est vraiment le seul DES où on est formé ailleurs que dans notre discipline pour la majorité des stages. De plus, il y a déjà beaucoup d'objectifs où ça se passe, donc le niveau 2 de médecine générale ambulatoire. Les étudiants ont souvent fait pas mal d'hôpital depuis leur premier stage de SN1, et donc ils ont beaucoup de choses à se remettre en mémoire et à réintégrer et à autonomiser pendant que ça se passe, et clairement faire rentrer tout ce qu'on a besoin de faire rentrer en termes de développement de compétences, c'est pas jouable. Comme je disais, pour apprendre la médecine générale, il faut pratiquer en médecine générale. J'aimerais bien qu'on me dise s'il y a d'autres spécialités où on apprend le métier ailleurs que dans la spécialité. Et par ailleurs, là, il y a des données de la science qui montrent que la qualité de santé des populations s'améliore avec la qualité du premier recours. Et la formation de ces médecins de premier recours est absolument indispensable pour avoir une qualité de ces premiers recours. De plus, il y a une demande sociétale très forte en ce moment, et là, effectivement, ça a un lien avec la politique, c'est que probablement que les politiques successives qui ont un petit peu oublié qu'il y a un moment, quand on diminue les numerus clausus, il y aura un moment où il y aura des carences en termes de nombre de médecins. Mais il se trouve qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas de recours aux soins de façon équitable, et que cette demande sociétale, elle est très forte, en particulier pour la médecine générale, pas que. Moi, je trouve que les autres spécialités ne se mobilisent pas assez non plus là-dessus, pour que les patients puissent avoir recours aux soins de façon équitable sur l'ensemble du territoire français. Donc moi, je trouve qu'il y a un beau projet à voir ici, c'est d'oser vraiment avoir un premier recours
de qualité, de haut niveau de compétences, avec des meilleurs professionnels, et que cette formation soit en lien avec leurs projets professionnels qui construisent peu à peu. On a parlé tout à l'heure de la R2C. La R2C encourage les étudiants à commencer à tricoter leur projet professionnel en amont, parce que jusqu'à présent, en fait, tout le monde se formait à l'ECN, on passait l'examen, puis après on se dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec mon classement? Alors que là, l'idée, c'est quand même de réfléchir en amont, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais organiser mon parcours dans le deuxième cycle pour aller vers la spécialité, quel groupe de spécialité je vais préparer, etc. On a besoin aussi que ce soit en cohérence avec les besoins de santé des territoires. Là, je reviens. Enfin, j'ai entendu quand même l'idée qu'il n'y a pas de lien entre la formation et le fait qu'il y ait l'accès aux soins. Je ne suis pas complètement d'accord, puisque je pense que notre responsabilité sociale, c'est justement de former en fonction des besoins de santé. Et l'OMS s'est vraiment appuyé sur cette notion-là, et le réseau international francophone aussi de responsabilité sociale en santé, dont je fais partie, nous dit en fait on ne forme pas pour former, pour faire des gens qui vont aller faire autre chose que ce dont on a besoin qu'ils fassent. Ça peut paraître un peu contraignant, mais en vrai, on doit répondre aussi à ce besoin-là. Ça fait partie du professionnalisme, ça fait partie de la déontologie médicale, et quand on parle du serment d'Hippocrate aussi. Et donc, par contre, il faut aussi une cohérence avec les moyens possibles. Et ça, évidemment, il va falloir demander de façon très claire aux tutelles de mettre en place des moyens pour qu'effectivement que la formation des maîtres de stage ait lieu dans de bonnes conditions, que les recrutements soient aidés, etc. On va revenir dessus. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un beau projet, qu'il y a vraiment quelque chose de très, très cohérent et qui va amener vers un meilleur niveau de soins de premier recours et donc un meilleur niveau de santé globale de la population française. Et pourtant, on entend surtout des peurs. Cette fameuse peur que j'ai entendue à plusieurs reprises. Oui, mais ces pauvres étudiants, on va les balancer tout seuls dans les déserts. Ce matin, je ne sais plus quel des orateurs disait on va les emmener en hélicoptère, on va les balancer avec un sac de riz et puis ils se débrouillent. On va encore les exploiter un an de plus. J'entendais la peur de l'étudiant tout à l'heure nous dire oui, ça va faire de la main-d'œuvre facile, etc. En plus, il y a des médecins généralistes et des MSU qui disent bah oui, mais s'ils sont un peu plus longtemps dans les études, donc on aura moins de remplaçants, surtout s'ils s'installent plus vite derrière. Bref, il y a des craintes du côté des généralistes, et puis bien sûr les craintes évidentes des étudiants sur la garantie de la supervision, le statut, ça a été redit aussi, le statut, la rémunération, etc. Et puis le côté, oui, mais si ça se passe mal, on nous dit qu'on va être un an dans un stage, un an dans un endroit. Si ça se passe mal, comment on pourrait résoudre le problème? Alors il y a eu effectivement des enquêtes qui ont été rappelées, là, des syndicats, de Réagir aussi, qui montraient que voilà, les étudiants sont plutôt en rejet et en sidération par rapport à cette idée-là. On a l'impression quand même que les généralistes ne mesurent pas l'intérêt en termes de formation, de qualité de formation de cette idée. Et puis, les médias ont tendance quand même à relayer très facilement des messages erronés qui font un peu le buzz, et en particulier à relayer des messages de sénateurs ou de députés qui balancent un peu n'importe quoi en disant, en fait, ils vont eux défendre leur chapelle en disant, moi je veux mon médecin dans chaque village, mon médecin sous chaque église. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'il y a un truc complètement délirant comme ça, où d'un seul coup, il faudrait qu'il y ait un médecin pour 20 habitants en France, quoi. Donc évidemment, si on est dans cette idée-là, comment ne pas être contre, comment ne pas avoir peur? Moi-même, je serais un peu terrorisée si j'étais étudiante et qu'on me disait mais on va te balancer dans des endroits où il n'y a personne, où personne t'aidera et il faudra que tu te débrouilles. Bon, néanmoins, je vous rappelle que beaucoup, en ce moment, vont remplacer là où ils peuvent et pas forcément dans de bonnes conditions. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Depuis 2017, on a quand même beaucoup travaillé au CNGE et pas tout seul. Il y a eu quand même des collaborations avec les représentants successifs des étudiants, alors avec plus ou moins de facilité, parce que effectivement les étudiants qui viennent travailler avec nous changent tous les ans. Donc nous, on a quand même une structure un petit peu sur le long terme, et puis eux, ils changent chaque fois avec un discours qui peut être plus ou moins favorable à l'évolution. Mais néanmoins, on a quand même avancé. On a des groupes de travail
en lien avec le secteur pédagogique que je coordonne, et d'ailleurs j'avais invité les étudiants à venir réfléchir avec nous sur dans ce groupe sur le cursus hors stage, et je pense que c'est important qu'ils puissent aussi venir participer aux réunions de ce groupe. Et l'idée, c'est qu'il y a un projet qui me semble cohérent et pertinent, et les invariants de ce projet, si ça peut au moins rassurer une partie, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de docteur junior sans MSU dans le territoire. Alors ça ne veut pas dire à la porte à côté, ça peut être peut-être à un quart d'heure, ça peut être à 10 km, mais l'idée c'est qu'il y ait un superviseur qui puisse répondre aux questions du docteur junior, et que ce superviseur soit formé. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que, alors je sais pas si ça va, je crois qu'on va revenir sur la cartographie au cours du congrès, mais quand on voit la manière dont les MSU se répartissent sur le territoire, y compris dans les zones sous-denses, on est à 12 200 et quelques de MSU, et ça continue de recruter, on est un peu partout en fait en termes de MSU. Donc a priori, les étudiants vont être là où il y a les MSU, c'est-à-dire c'est déjà les zones sous-denses. Enfin, moi, je sais que je suis en banlieue parisienne et dans une zone, une ZIP. À côté de moi, la ville d'à côté est en ZIP+. Donc voilà, c'est pas des déserts où on a besoin de médecins, c'est pas des déserts où il n'existe rien autour, mais c'est des endroits où les populations sont denses et on a besoin de praticiens pour s'en occuper. Alors par contre, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il faut former ces MSU. Et pour ça, je pense qu'il faut vraiment que la communauté se batte pour que la NDPC maintienne le hors-quota sur la formation des MSU en pédagogie, parce que si on n'a pas ces moyens-là pour former les MSU, on aura vraiment beaucoup de mal à attirer de nouveaux professionnels d'enseignants. Donc ceci dit, la maquette de stage, je vais aller vite puisque ça a déjà été un petit peu dit. La petite chose que j'ajoute, c'est que par rapport aux urgences en première année en phase socle, les étudiants avaient suggéré, et je trouvais que c'était une bonne idée, de permettre aux étudiants d'aller aussi pendant leur garde d'urgence à suivre les psychiatres pour avoir aussi une idée un peu du suivi des patients en souffrance psychologique. Pendant la phase d'approfondissement, ce qui me paraît très important, c'est que le stage libre ne soit pas n'importe quand, mais vraiment en deuxième année de phase d'approfondissement. Pourquoi ? Parce que le risque, sinon, c'est que le stage libre se retrouve être un stage bouche-trou, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus de choix tellement intéressants, bon, ils vont prendre un stage libre pour pas être trop loin de chez eux ou pour que sais-je. Alors qu'en fait, là encore, dans une cohérence de formation adéquate, il faut que ce soit en lien avec son projet professionnel. Et si ce stage libre doit être un nouveau stage de santé de la femme, un nouveau stage de médecine polyvalente, que sais-je, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi l'idée de la conférence des doyens de mettre des stages de FST intégrés dans les 4 ans, ça je n'ai pas un avis forcément favorable à ça, mais si ça arrivait comme ça, ben voilà, ça pourrait être ce stage libre, un des stages de la FST. En tout cas, c'est important pour moi qu'il n'arrive pas dès la première année de phase d'approfondissement. Donc en phase 1, il y aurait donc une année, un semestre de médecine polyvalente et un semestre de santé de la femme et de l'enfant couplé. Alors ça peut être 3 mois plus 3 mois, mais nous on encourage plutôt à avoir des stages mixtes qui permettent d'avoir sur 6 mois une approche à la fois de la santé de la femme et de l'enfant. On a vu par exemple des stages mixtes avec des PMI, des CPEF, de la médecine générale, des urgences gynéco, des urgences pédiatriques, des sages-femmes, pourquoi pas. Enfin voilà, il faut qu'on réinvente aussi ça pour que ce soit le plus formateur possible pour les étudiants. En particulier, je pense à la gynécologie où souvent les étudiants sont vraiment en souffrance dans les stages. Le SN2, donc ça se passe, lui reste bien en FA2 et la phase de consolidation permettrait 1 an en ambulatoire. Alors l'idée étant, je pense qu'on se dirige vers 6 mois plus 6 mois, mais il me semble que ce serait vraiment très indispensable que dans les modalités de choix, les étudiants qui souhaitent rester dans le même endroit soient prioritaires sur le choix de ce stage, tout simplement parce que l'enjeu vraiment de ce stage, c'est le temps long, comme je disais au début, c'est-à-dire que vraiment ils s'installent dans une pratique de médecine générale et qu'ils puissent revoir les patients. Je parlais tout à l'heure des dérogations. Effectivement, on avait envisagé que ceux qui auraient fait une FST, en particulier de la médecine polyvalente, même si ce n'est pas une FST inclus finalement dans les 4 ans, puissent faire 6 mois en hospitalier pendant leur stage de phase de consolidation.
L'idée, c'est que ce soit donc une phase de consolidation majoritairement ambulatoire et supervisée, que le maître de stage soit dans le territoire à moins de 30 minutes de déplacement du docteur junior, et que donc il n'y ait jamais de docteur junior seul dans un désert médical pour répondre à la demande de soins des patients dont parlait Raphaël, et qui c'est possible, ait perdu l'habitude, entre guillemets, d'un suivi médical régulier. Mais je pense que ça peut revenir aussi assez rapidement quand il y a une éducation aux soins. L'enjeu, c'est vraiment que ce soit un stage qui soit adapté au projet. Moi, je pense que aussi la priorité des étudiants devrait être donnée, la priorité devrait être donnée plutôt aux étudiants qui ont un stage bien organisé avec un projet derrière. Ceux qui veulent s'installer dans un territoire où ils font leur réseau, où ils organisent l'interaction dans la CPTS, etc., devront être favorisés pour pouvoir s'installer dans le territoire où ils ont fait leur stage. Et puis, il y aura une maquette hors stage, évidemment en lien avec le stage, parce que ça, pour nous, ça reste indispensable qu'il y ait un lien toujours entre la formation en stage et hors stage. Et l'idée, c'est que cette formation hors stage favorise l'amélioration des compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, éducation thérapeutique, continuité suivie et professionnalisme. Je pense que ça doit tenir compte aussi de la demande importante des étudiants sur tout ce qui est autour de la formation utile et l'encadrement utile, et de limiter les déplacements à la fac. Il nous semble qu'il faudrait des enseignements désectorisés, regroupés par territoire, et qu'on regroupe les étudiants non pas par faculté, mais dans la faculté par territoire où ils sont installés. Donc l'idée, c'est qu'on fasse une approche plus poussée de l'approche globale et de la complexité, en faisant travailler les étudiants en groupe d'échange de pratiques autonomes. L'idée étant, c'est qu'ils ont fait des groupes de pratiques pendant la phase SOC et la phase d'approfondissement, et qu'on les invite vraiment à se perfectionner dans ce travail. Il y a une pyramide des apprentissages qui a été publiée là à Montréal et que j'ai trouvé très intéressante, qui disait entre autres que l'apprentissage en groupe de pairs, avec une évaluation par les pairs sur des projets, etc., permet plus de 81% de rétention des informations et des apprentissages, contrairement aux cours où c'est à peu près 5%. Donc vraiment, ce travail en groupe de jeunes médecins, de jeunes docteurs juniors qui travaillent en particulier sur les patients polypathologiques de leur patientèle, ça me semble très pertinent. Je pense qu'il faut continuer à faire travailler les étudiants sur la relation médecin-patient, sur les suivis psychothérapeutiques, avec cette demande justement d'être plus armés pour les suivis des troubles psychiques et psychologiques. Il y a aussi une demande de formation sur le numérique en santé, sur la capacité aussi de se servir des bases de données, etc. Bien évidemment sur les modalités d'installation, de gestion des cabinets, des structures pluriprofessionnelles, et aussi des urgences au cabinet, en particulier pour ceux qui se destinent à des pratiques très rurales ou en montagne, où il n'y a pas forcément un service d'urgence à proximité. Ça nous paraît important qu'ils apprennent aussi à travailler en équipe pluriprofessionnelle, et qu'ils aient des moments intégrés au sein de ces PTS, voire de MSP des territoires, pour faire éventuellement des revues de morbimortalité, des réunions de concertation pluripro, et qui participent aussi, si possible, à des projets de santé des structures d'accueil. Alors j'ai entendu que les étudiants de deuxième cycle refusaient que les docteurs juniors forment les étudiants, les externes. Moi, je suis effectivement pas favorable à ce qu'ils aient des externes en stage, comme des maîtres de stage. En revanche, je pense qu'ils devraient avoir une formation pédagogique pendant cette année à l'encadrement des étudiants de deuxième cycle, pour que ce soit assez facile pour eux, dès qu'ils sont installés, de commencer l'accueil des étudiants de deuxième cycle, parce qu'effectivement, on va avoir besoin beaucoup de maîtres de stage deuxième cycle. Et juste une petite insiste par rapport à la crainte justement de Sarah. Nous, on voit quand même très bien dans notre organisation le fait qu'une des redevances pédagogiques des maîtres de stage de phase de consolidation soit d'encadrer des externes, et en particulier les externes de DEFASME 3 qui auront des stages plus longs. Et puis donc, au cours de cette année de consolidation, de construire son projet professionnel. J'ai un maître de stage qui m'avait même, il n'y a pas longtemps, que j'ai formé là pour l'encadrement des externes, me disant, et pourquoi on leur proposerait pas de faire une sorte de mémoire où ils organisent leur installation, où ils mettent en place quelque chose de très concret, une sorte de feuille de route qu'ils pourraient avoir comme ça à l'issue de leur formation, pour pouvoir s'installer plus facilement.
Donc évidemment, pour tout ça, on a besoin d'avoir plus d'enseignants. On a fait, alors je vous donne un calcul un peu, on va dire, à la louche, hein, mais on s'est dit, voilà, si on a 3600 étudiants par cohorte à peu près, qu'on les met en groupe de 15 pour que ce soit à peu près interactif, ça nous fait à peu près 240 groupes. On s'est dit qu'ils allaient avoir du tutorat, donc on a parlé des groupes de relations, des séances interactives de style geste, communication, etc., la santé numérique, enfin bref, voilà, on a calculé le nombre d'heures d'enseignement au cours de cette année. Les jurys aussi, et puis les réunions de rentrée. Bref, on arrive à un total de 26 529 heures, ce qui correspond pour un ETP à 96 heures d'environ 276 équivalents temps plein, juste pour cette phase de consolidation. Donc vous comprenez bien qu'il va y avoir besoin de monde. Et je pense que ça peut être un des leviers, cette phase de consolidation, pour vraiment encourager les tutelles à comprendre que là enfin, on ne peut plus tergiverser, quoi. Déjà, on est entre le deuxième cycle et le troisième cycle complètement sous l'eau pour arriver à maintenir une qualité de formation. Et si on veut aller plus loin, et ça nous semble indispensable d'aller plus loin, il faut vraiment mettre les moyens pour nommer des enseignants titulaires et associés pour faire face à cette ampleur de besoins. En ce qui concerne le statut, le CNGE est plutôt favorable au statut qui permettrait un intéressement aux actes, ne serait-ce que pour le côté professionnalisant par rapport au statut libéral, puisque le fait d'avoir à gérer son revenu, à gérer ses charges, etc., permettre de cotiser aussi aux caisses de retraite plus tôt, pourrait être intéressant dans la formation de cette année-là. Mais il nous semble que c'est important d'avoir un plancher et un plafond pour que, d'une part, ils aient quand même un revenu minimum, et d'autre part, qu'on ne soit pas à les mettre à la chaîne, entre guillemets, avec des activités complètement délirantes. Même si, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent ici, mais j'ai appris récemment que le plafond pour la sécurité sociale de trop de patients par jour, c'est 72 consultations. Voilà. Au-delà, on commence à se dire que c'est un petit peu beaucoup quand même. Toujours est-il qu'on s'est dit que ça nous irait bien qu'il soit autour de 25 actes maximum pour avoir une activité de qualité pendant cette phase. Donc voilà, pour moi, c'est, il me semble, la dernière ligne droite de cette longue construction à laquelle je participe depuis pas mal d'années maintenant, puisque ça va être mis en place pour la cohorte qui rentre en 2003 et donc une FACO qui commencera en 2026. Bien évidemment, il va falloir qu'on travaille d'emblée sur l'organisation des terrains de stage pour qu'en juin 2026, ce soit très clair des panels de choix, sachant que le choix est un peu différent des stages actuels, puisque l'outil, en fait, c'est un matching entre l'offre de choix des maîtres de stage et les choix, les vœux des étudiants. Alors, j'ai pas tout en tête exactement la procédure, mais c'est pas exactement comme ça arrive actuellement. Sauf si c'est le choix d'un étudiant d'aller faire un projet très construit qui lui demande de changer d'interrégion parce qu'il veut aller justement s'installer, par exemple, là où il y a sa famille, dans une autre région. Normalement, tous les choix seront dans la même interrégion. C'est-à-dire que si un étudiant de la région de Nantes, par exemple, veut faire son choix dans l'interrégion de Nantes, il ne va pas être balancé à Besançon. Hein, d'accord ? On reste dans les territoires où on est formé. D'ailleurs, c'est le plus efficace puisque c'est souvent là, en fait, où les étudiants s'installent. C'est là où ils ont été formés parce qu'ils ont créé leur réseau, parce qu'ils ont créé des habitudes de fonctionnement, etc. Et puis, bien sûr, dès maintenant, travailler sur l'organisation des cursus hors stage pour donner du contenu, que ce soit intéressant. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire travailler les étudiants avec nous sur comment on voit quelque chose d'harmonisé. Là, pour le coup, c'est vraiment une occasion aussi en or pour harmoniser les contenus. Je suis d'accord avec Raphaël que c'est vraiment un manque qu'on a, et ça, c'est un travail de fond qu'on fait plusieurs années. C'est difficile d'harmoniser les contenus du DES. Mais là, la phase de consolidation, je pense vraiment qu'il faut partir sur quelque chose de très harmonisé et que tous les étudiants puissent bénéficier de la même. Je vous remercie beaucoup.